Des ressources majeures sous pression, l'exemple de l'eau. Grand 1, l'inégale répartition et l'inégal accès à l'eau. Petit 1, une ressource apparemment abondante. Comme vous le savez, la Terre est souvent qualifiée de planète bleue. Tout simplement, c'est dû au cycle de l'eau qui fait que le stock d'eau sur la Terre ne varie jamais. Voici les quelques étapes successives du cycle de l'eau, rapidement. L'évaporation de l'eau des océans forme les nuages qui, lorsqu'ils arrivent sur les continents, donnent des précipitations, précipitations qui reviennent aux océans et aux mers par les eaux de ruissellement ou par les nappes d'eau souterraines. De ce fait, 97,5% de l'eau terrestre, c'est de l'eau salée, c'est-à-dire de l'eau impropre à la consommation, impropre aux usages des sociétés humaines. D'où le fait que c'est une ressource finalement faiblement disponible, cette eau. Il n'y a donc que 2,5% de l'eau qui est réellement douce, potable. Mais dans ces 2,5%, 70% se trouvent dans les glaciers, donc inutilisables. Si on fait le compte, il reste donc seulement que 0,7% de l'eau qui peut être exploitée. Cela représente 40 000 km3 d'eau douce, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins humains. Alors où se trouve cette eau? Elle se trouve bien sûr dans les cours d'eau, dans les lacs, dans les nappes phréatiques. Qu'est-ce qu'on appelle les nappes phréatiques? Ce sont des masses d'eau contenues dans des fissures du sous-sol à faible profondeur, sous-entendu facilement exploitables. Une autre partie de cette eau se trouve dans les nappes fossiles. Alors ces nappes fossiles, ce sont des eaux souterraines qui résultent d'une longue accumulation. Le problème, c'est qu'elles ne se renouvellent pas à l'échelle humaine. Donc on peut les utiliser, elles sont relativement facilement exploitables, mais ce n'est pas une ressource renouvelable. Alors en fait, en plus de cette faible disponibilité, l'eau présente une autre caractéristique qui est le petit 2, une inégale répartition de l'eau. Alors cette inégale répartition dépend de plusieurs facteurs. Deux grands facteurs qui sont faciles à retenir. Le premier, ça dépend du régime pluvial des climats. Pour faire simple, il pleut beaucoup plus dans un climat équatorial que dans un climat désertique. Mais ça dépend aussi de la localisation, de la présence d'eau de surface importante, c'est-à-dire les grands lacs, les grands fleuves. Et la prise en compte de ces différents facteurs font que on retrouve une inégale répartition de l'eau à toutes les échelles. Je vous ai mis le planisphère des disponibilités en eau douce. Le plus foncé indique bien sûr les disponibilités les plus fortes, le plus pâle, les disponibilités les plus faibles. Alors, à l'échelle mondiale, 6 pays possèdent la moitié du stock d'eau douce mondiale. On peut citer les 3 premiers, le Brésil, la Russie et la Chine. A l'inverse, toujours à l'échelle mondiale, certains pays souffrent de ce qu'on appelle le stress hydrique. On va donner tout de suite la définition de ce terme. C'est lorsqu'un pays dispose de moins de 1700 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Mais les inégalités se retrouvent aussi à l'échelle régionale. On peut prendre un exemple, celui de l'Afrique. Dans l'Afrique centrale, l'eau est abondante. En effet, si on reprend nos facteurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a à la fois le climat équatorial, mais aussi la présence des grands fleuves et des grands lacs. En revanche, l'Afrique saharienne et l'Afrique sahélienne, c'est-à-dire cette frange sud du Sahara, connaissent le stress hydrique. De plus, cette inégale répartition naturelle de l'eau se double également d'un inégal accès à l'eau potable. Ça sera notre petit 3. En effet, l'inégal accès est dû aux écarts de développement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de données naturelles, mais bien d'avoir la disponibilité et les moyens techniques de mettre en valeur cette eau douce.
Or, à l'échelle de la planète, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès direct à l'eau potable. Du fait par exemple de pénuries, bien entendu, mais également du fait du problème de la qualité des eaux, qui est non assainie dans certains cas, et qui peut amener des maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau, ces maladies du type choléra. Mais cet inégal accès à l'eau potable, on le retrouve aussi du fait de la croissance des besoins. Car finalement, ces besoins forts en eau sont liés bien sûr à la croissance démographique, mais aussi au changement de mode de vie, notamment dans les pays émergents. Ainsi, la consommation urbaine, par exemple, a été multipliée par 2, on va le voir de manière plus approfondie dans le grand 2. Grand 2, maîtrise de l'eau et transformation des espaces. Alors, on peut d'abord souligner dans le petit 1 la diversité des aménagements hydrauliques. En fait, ces aménagements sont anciens et sont souvent issus de la petite hydraulique. Les aménagements de petite hydraulique permettent la maîtrise de l'eau pour des groupes limités sur des territoires souvent restreints. Ils existent depuis l'Antiquité, ils sont de plusieurs types, on va citer que quelques exemples. Ça peut être un simple puits, ça peut être un réservoir, ça peut être un aqueduc, ou encore une mise en valeur technique de l'eau comme la riziculture en terrasse en Asie, comme le montre l'image qui s'affiche. Ce sont des équipements qui existent toujours aujourd'hui, même si, bien sûr, ils ont pu être modernisés, notamment par l'ajout d'une motorisation. Mais aujourd'hui, les besoins étant plus forts, on a de plus en plus des aménagements de grande hydraulique, c'est-à-dire qui permettent une maîtrise de l'eau pour des populations nombreuses. Alors, on a 3 types d'aménagements selon leur fonction. D'abord, les aménagements qui permettent de stocker l'eau. On peut bien sûr ici citer les énormes barrages. On peut citer le barrage des Trois Gorges que vous voyez ici, qui est le plus grand barrage du monde et qui se situe en Chine. Il y a aussi des aménagements qui permettent de transporter l'eau sur de très très longues surfaces. C'est le cas par exemple de l'aqueduc de Californie. Et puis des aménagements qui permettent de produire de l'eau, produire entre guillemets, c'est-à-dire ça peut être des forages souterrains à 3000, 4000 mètres de profondeur. On va là dans les nappes fossiles. On a déjà donné la définition dans le grand 1. Ça peut être aussi, de plus en plus, un recours aux usines de dessalement d'eau. C'est-à-dire que l'eau de mer est extraite et elle est dessalée par un processus chimique, même si le coût de cette eau devenue potable est extrêmement élevé. Alors, ces aménagements et cette diversité surtout doivent répondre aux nouveaux besoins. C'est l'objet de notre petit 2. Alors, on va faire par domaine. L'agriculture aujourd'hui, c'est le plus gros besoin. En eau, c'est à peu près 67% de l'eau utilisée. Ça s'explique assez facilement. D'abord, il faut assurer la sécurité alimentaire dans certains pays. On assiste alors à une extension des surfaces irriguées, et notamment les besoins en eau sont très importants dans les pays émergents pour l'agriculture. C'est le cas par exemple de la révolution verte en Asie. Mais l'industrie ou les usages domestiques urbains prennent aussi une part de plus en plus importante. En effet, on le rappelle, les villes rassemblent plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui, et donc ce qui entraîne un besoin de plus en plus croissant en eau. De plus, les besoins individuels se développent largement, avec notamment le développement du confort, par exemple des sanitaires. Petit 3, l'eau devient alors un facteur d'organisation des espaces. Alors, c'est pas très nouveau, c'est un facteur ancien. Il y a toujours eu des concentrations d'hommes autour des points d'eau, ou de l'eau en général, que ce soit les fleuves, les lacs, et ainsi, les points d'eau ont vu les concentrations des premières activités humaines. Mais aujourd'hui, la maîtrise de l'eau aboutit vraiment à
la création, à la transformation des paysages. On va citer que quelques usages. Les oasis dans le désert, qui peuvent parfois vraiment organiser la vie moderne, hein, comme on le voit ici. On peut citer également le paysage de huertas, c'est-à-dire ces espaces très fortement irrigués qui sont destinés au maraîchage, la production de fruits et de légumes. Et puis, on pourrait citer également les cercles de verdure dans le désert. Grand 3, l'eau, une ressource menacée et convoitée. Tout d'abord, petit 1, une ressource menacée. La première menace liée à l'eau vient des limites du système actuel de prélèvement. En effet, l'augmentation des prélèvements risque de multiplier les régions exposées aux pénuries d'eau. Car, pour répondre aux besoins croissants, on tend à surexploiter la ressource en eau. Par exemple, le Colorado, du fait des multiples barrages ou aménagements liés à l'eau, lorsqu'il se jette dans la mer, ne débite plus que 4% de son débit initial. Mais les menaces liées à l'eau sont aussi liées aux pressions environnementales. En effet, l'eau est de plus en plus polluée et la qualité de l'eau donc se dégrade de plus en plus vite. Ceci est le fait d'abord de la pollution marine, pollution au plastique, pollution également aux hydrocarbures, mais également des pollutions terrestres puisque les nappes phréatiques peuvent être polluées par les rejets de l'agriculture, pesticides, insecticides par exemple. Petit 2, une ressource disputée. D'abord, cette ressource est disputée du fait de tensions entre les utilisateurs, car l'utilisation de l'eau engendre parfois des conflits d'usage. Voilà une notion très importante à retenir, la notion de conflit d'usage, c'est-à-dire la rivalité entre les différents utilisateurs d'une même ressource dans des régions où l'eau est rare. On va citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la concurrence entre les besoins en eau pour le tourisme sur un littoral et ceux de l'agriculture en arrière du littoral. On voit par exemple la station balnéaire de Benidorm en Andalousie. Donc on retrouve cette situation à la fois sur le littoral espagnol, sur le littoral tunisien par exemple. Le deuxième exemple vient des villes. En effet, certaines villes doivent transférer d'énormes quantités d'eau au détriment des campagnes. Ainsi, Barcelone détourne les eaux de l'Èbre dans le nord de l'Espagne, ou Pékin qui détourne également des eaux sur plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir s'approvisionner. Mais en plus de ces tensions entre utilisateurs, il y a aussi des tensions entre États. En effet, des centaines de nappes phréatiques, de lacs ou de fleuves sont transfrontaliers. Le contrôle de l'eau devient alors un facteur de tension entre États, puisque l'exploitation des ressources en eau a des effets sur les États voisins. On peut citer deux exemples. On va retrouver bien sûr le Colorado, on vient d'en parler. On peut citer également l'exemple du fleuve Mékong dans le sud-est asiatique, qui traverse 6 pays différents, et les pollutions ou l'exploitation trop forte des États situés en amont du fleuve défavorisent les États à l'aval. Alors tout ceci fait poser la question d'une gestion durable. C'est le petit 3. En effet, un des enjeux majeurs va être de mieux équilibrer les différents usages de l'eau. On peut le faire par exemple par une sensibilisation aux économies d'eau, par également de meilleurs circuits de recyclage, et puis également par une lutte contre le gaspillage de l'eau. De même, à l'échelle régionale, on voit se multiplier des cas de coopération transfrontalière. Ainsi, en 2003, a été signé un accord entre l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay pour la gestion d'un aquifère transfrontalier. En revanche, la coopération mondiale est plus lente à se mettre en place car, on l'a compris dans cette leçon, l'eau est une ressource
de plus en plus stratégique.